Je vous souhaite la bienvenue. Belle soirée en perspective pour cette seconde édition des rencontres économiques agricoles du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Alors quand on parle évidemment d'aléas climatiques, vous l'avez compris, grêle, sécheresse, inondations, gel, forte pluie, la nature est parfois capricieuse. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, bien sûr, et ce sont bien entendu les agriculteurs qui en subissent en premier lieu les conséquences. D'abord, évidemment, parce que votre univers, votre lieu de travail, il est justement en pleine nature. Et ce soir, nous vous proposons d'aborder le thème des aléas climatiques d'une manière non contemplative, mais plutôt, vous allez le voir, d'une véritable manière proactive. Quand je dis évidemment que l'agriculture, et je le dis au quotidien, notamment sur l'antenne de France Bleu Drôme Ardèche, le métier d'agriculteur, c'est un métier remarquable, parce que d'abord, il est lié évidemment à la nature, au quotidien, et je dirais 24 heures sur 24. Et je me permets de... Je ne suis pas agriculteur, vous l'avez compris, mais je me permets souvent de dire combien j'admire le métier que vous faites et combien il faut être véritablement agriculteur, paysan, les pieds sur le sol, les pieds bien ancrés sur la terre pour faire les métiers que vous faites au quotidien, durant toute une vie parfois. Et pourquoi ? Bien parce que, évidemment, quelquefois, en 5 minutes, 30 secondes, en une journée, en une nuit de gel, eh bien, le travail d'une année se retrouve anéanti. Et c'est vrai que ça peut arriver, hein, les risques industriels, ça peut arriver évidemment pour un artisan, ça peut arriver pour un commerçant, mais vous êtes véritablement, vous, liés avec la nature. Alors ce soir, après avoir entendu une experte en météorologie, ce sera Béatrice Charpiot de Météo France qui sera avec nous, qui nous exposera dans un premier temps la réalité de la situation. On accueillera ensuite Christian Rouchon, le directeur général du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, qui nous proposera la vision du premier banquier régional de l'agriculture, c'est à noter. Puis, pour aller un peu plus profondément ensuite dans le sujet, on bénéficiera de 2 tables rondes, des échanges d'experts et de témoins, des témoins isérois, des témoins drômois, des témoins ardéchois. Il ne vous aura pas manqué de remarquer que ce sont les départements de prédilection de la Caisse ici, autour de tables d'experts, ces experts qui nous donneront leur éclairage sur les différentes situations. Enfin, après avoir profité d'un autre regard, vous verrez d'ailleurs ce regard assez étonnant, qui est un regard que l'on peut aussi porter, et qui s'explique tout à fait, vous le verrez au moyen d'un film vidéo, un angle de vue différent de la part d'un leader d'opinion. Nous clôturerons la soirée avec le directeur de l'agriculture du groupe Crédit Agricole qui nous fait le plaisir d'être des nôtres et que vous pourrez interroger. Pour commencer ces rencontres économiques agricoles du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, je vais inviter le président Jean-Pierre Gaillard. Jean-Pierre Gaillard, viticulteur. Alors, c'est vrai que vous allez voir, viticulteur en Sud-Ardèche, président de la Caisse régionale du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes depuis 2006, et consommateur aussi, me dit-il, également engagé dans les instances nationales du groupe Crédit Agricole et de l'ensemble de ses filiales. Merci de nous avoir réunis, président. Merci beaucoup, Franck, pour ton accueil et ton sens, effectivement, de la synthèse, même si c'est en avant réunion. Donc merci d'avoir campé le cadre. Voilà, vous dire, bon, notre intervenant a un peu de retard parce que son train apparemment est un petit peu en retard. Donc comme il est dans le train, ben, il doit forcément en subir les contraintes. Donc on l'aura, je pense, avant son intervention. Je me permets de vous saluer collectivement parce que vous êtes très nombreux et cela, même si je ne vous vois pas tous, me fait personnellement très plaisir pour ces deuxièmes rencontres agricoles, économiques, agricoles, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est de se retrouver parce que déjà, la rencontre est un moment important et nécessaire et sachons le faire sur nos territoires où que nous soyons dans nos responsabilités. Et puis, effectivement, je sais que vous êtes tous très engagés soit à titre professionnel parce que vous êtes agriculteurs, arboriculteurs, viticulteurs, éleveurs, céréaliers, ou parce que vous êtes impliqués dans des structures, quelles qu'elles soient. Donc, je sais votre attachement à l'agriculture, je sais notre attachement à l'agriculture. Il est important que l'on se retrouve pour justement faire ce lien
et cette famille agricole réunie. Donc je dois accueillir quelques personnalités, ils sont à la tribune, donc Christian Auchon, notre directeur général, les présidents ou représentants de Chambre d'agriculture, Jean-Claude Darlet, président de la Chambre d'agriculture de l'Isère, Jean-Luc Faugère, président de l'agriculture de l'Ardèche, et puis Jean-Pierre Royanet, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture de la Drôme. Anne Claire étant, je pense, au CAF, il y avait au Conseil du CAF. Oui, Congrès Maïs. Donc voilà, tout à l'heure, Franck a accueilli, a salué Béatrice Charpy, qui est devant, qui interviendra tout à l'heure pour nous parler de la météo. Elle est Météo France. Bon, je salue, il est devant et il viendra tout à l'heure, Rémi Fabre, qui est producteur, bien sûr, mais qui est aussi là au nom de la Chambre d'agriculture en charge de la problématique de l'eau en Ardèche. Régis Aubenas, qui est arboriculteur, mais également très engagé sur la filière au travers de la Chambre d'agriculture. Et puis François Rosenberg, qui est tout au bout là-bas et qui interviendra, lui, qui est Crédit Agricole Assurance. Donc voilà, et puis mesdames et messieurs, les directeurs d'organisations professionnelles, de chambres, les présidents, et puis toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre. La presse, j'espère qu'elle est là, je la salue, si je ne la vois pas, mais voilà. En tout cas, nous allons démarrer cette réunion, cette rencontre, ce moment d'échange, on l'appelle comme on veut. Ça ne sera pas, en tout cas, et je l'espère, il faut éviter ça, une grande messe avec des discours. Donc je vais essayer de ne pas être trop long, ça part mal, mais de ne pas être trop long, mais quand même, quelques mots pour vous dire quel est l'esprit de ce moment, de ces rencontres. Saluer le président de la MSA, oui, je l'ai vu tout à l'heure, et puis des vignerons ardéchois, mais je pense que vous intervenez ou vous interviendrez, je l'espère en tout cas. L'esprit de ces rencontres, ce sont les deuxièmes rencontres. L'année dernière, nous avons travaillé autour du partage de la valeur. Comment les différents modèles économiques faisaient, d'une manière ou d'une autre, que la valeur était plus ou moins partagée. En tout cas, il en arrivait le plus possible aux producteurs. Donc cette année, et bien avant que cet exercice agricole et climatique soit aussi compliqué, nous avions prévu de parler des effets du climat sur nos entreprises agricoles et sur l'économie de notre agriculture. Donc l'idée, ça a été de travailler, je veux le rappeler, comme nous l'avions fait l'année dernière, mais je pense beaucoup plus cette fois-ci encore, et l'année prochaine, nous le ferons encore plus, de manière très collective, très partagée. Et nous avons préparé cette réunion en amont, et je souhaite remercier l'ensemble de ceux, ils se reconnaîtront, ils étaient nombreux, une bonne vingtaine, ici à l'étage, un samedi matin, le 30 septembre, pour préparer cette rencontre, en tout cas pour commencer à en parler, en se disant, voilà, ce n'est pas le sujet du Crédit Agricole, ce n'est pas le sujet exclusif de l'une ou l'autre de nos structures, c'est ce sujet du climat et de ses effets sur nos entreprises, un sujet qui nous concerne tous. Chacun, dans nos domaines, avons un champ de responsabilité. Il va falloir que nous l'activions, ou nous l'activons déjà, certainement. Mais de le travailler collectivement doit certainement nous donner beaucoup plus de moyens d'action. Nous avons très clairement la conscience que nous ne changerons pas tout, que nous n'inventerons certainement rien. Nous n'avons ni inventé l'eau, ni les filets, ni les canons, ni les éoliennes antigel. Donc, on ne va rien inventer de tout ça. On va juste mettre en place, et je le souhaite très profondément, une méthode qui nous engage. Ça s'appelle juste la responsabilité. Et lorsqu'on est, parce que c'est le cas, la famille des organisations agricoles, vous avez enlevé le slide, mais c'est important de voir un peu, bon, il y a nos collègues de Groupama que je salue, il y a l'ensemble des organisations agricoles qui font cette famille des OPA, qui donnent beaucoup de sens. On l'oublie parfois. Peu de professions sont capables de s'additionner avec des champs de compétences aussi complémentaires et importants que sont ceux des OPA. Donc sachons travailler ensemble. C'était juste la démarche qui a guidé cette rencontre, le Crédit Agricole étant une de ces OPA et voulant jouer ce rôle un peu de trait d'union, d'animateur sur ce sujet, et comme d'autres sujets viendront, je l'ai dit, les années suivantes, mais certainement que celui-là, il faudra y revenir, celui du climat, celui des moyens d'accompagner nos entreprises. C'était juste une manière de dire, à l'échelle qui est la nôtre, avec les responsabilités que nous avons, essayons d'agir. Pour ça, je le dis, on ne va pas modifier la réforme de la PAC, ni le cours des céréales ou du vin. Ce n'est pas notre sujet. On ne va pas inventer des choses. Il y a des outils. Par contre, il faut décliner une vraie volonté, une méthode, et faire en sorte qu'on puisse, peut-être, après avoir constaté, sans en connaître forcément les causes, et ce n'est pas le sujet, qu'on est dans un cycle climatique qui semble compliqué,
qui touche avec des récurrences beaucoup plus fortes l'ensemble des territoires, qui touche des zones qui ne l'étaient pas, des périodes qui ne l'étaient pas, et qui s'installent notamment pour les éléments de sécheresse relativement dans la durée. À un moment, on pouvait répondre, oui mais changez vos productions, arrêtez de faire du maïs dans le sud Ardèche, et tout ira bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ça, il n'y a plus de maïs dans le sud Ardèche. Les lavandes crèvent, j'aurais dû l'amener, alors c'est peut-être mineur, mais enfin, les producteurs de truffes en sont quand même très, très inquiets. Il y avait un article dans le Dauphiné il y a 2 jours. Les chênes truffiers crèvent, les vignes crèvent, les lavandes aussi, et en tout cas les productions. Avant d'en arriver peut-être à la destruction de fonds, les productions, elles, sont très pénalisées. Quand on sait ce qui se fait dans d'autres pays, et je laisserai à des plus éminents intervenants que moi parler du monde qui nous entoure, parce que, quoi qu'on en dise, on est dans un monde globalisé, avec des marchés qui sont effectivement très challengés, et donc il faut trouver des solutions. Parmi le panel des solutions, bien évidemment, et l'un des premiers, le plus connu, mais qui est imparfait, même si nous sommes assureurs, il y a l'assurance. C'est une formule qui sécurise un petit peu un revenu, mais qui en rien ne sécurise une production, en rien ne sécurise un marché futur, et en rien ne sécurise des structures ou les metteurs en marché, quels qu'ils soient, privés ou coopératifs. Donc on voit bien que dans la panoplie des possibles, il y a l'assurance. L'idée, ce n'est pas de... Tu veux intervenir ? Non, parce que je vois que tu bouges ton micro. Mais vas-y. Hein. Je vous écoute, Président. Ah, c'est bien. C'est de dire, voilà, il y a l'assurance, il faut y travailler, il y a des choses qui ont été faites. Bon, on est sur l'assurance socle. Je le redis, c'est imparfait, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Mais à côté de tout ça, je crois qu'il faut faire mouvement sur une vraie volonté partagée de sécuriser des productions et de les sécuriser par rapport à des aléas qui s'installent, par rapport à des marchés qui sont compliqués et par rapport à des entreprises, parce que ce sont des vraies entreprises aujourd'hui, nos exploitations, qui sont aussi, elles, en mutation. Avant, la plupart de nos exploitations étaient sur plusieurs pieds. Ça s'appelait la diversification des productions. Donc une production pouvait être touchée, soit par un aléa de marché, soit par un aléa climatique, et l'autre production, beaucoup moins. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, nous sommes tous, pour la plupart en tout cas, spécialisés. Et donc, l'ensemble de ces risques, qu'ils soient marchés, qu'ils soient climatiques et autres, sanitaires, donc, sont beaucoup plus concentrés. Et lorsqu'on connaît, et c'est là que la place qui est celui du premier banquier de l'agriculture a tout son sens, lorsque nous voyons les trajectoires des investisseurs, que sont les agriculteurs, les endettements qui sont aujourd'hui nécessaires pour arriver à la performance qui est souhaitée et souhaitable, forcément, on a à être vigilant. On a à être responsable devant ces situations, parce que c'est effectivement partir avec un véhicule sans assurance ou partir sans assurance santé. Voilà. Donc je crois que là, ce sujet-là, c'est un vrai sujet de responsabilité, je l'ai dit. Chacun dans nos domaines, les organisations agricoles l'ont pour sécuriser les filières. Et nous l'avons, en tant que banquiers de l'agriculture, qui avons vu ces trajectoires fortement évoluer. Avec en plus, je ne sais pas si Christian y reviendra, mais des sujets réglementaires que certains d'entre vous connaissent, qui viennent percuter les banquiers en termes de risques potentiels sur des entreprises et des exploitations qui clignoteraient un peu, exigeant aux banquiers des mises en réserve en fonds propres extrêmement importantes. Donc il y a un ensemble de choses qui fait qu'en responsabilité, nous avons souhaité poser ce sujet sur la table. Moi, ce que je souhaite très profondément, c'est d'abord qu'on échange, c'est qu'on partage des constats, qu'on trace des voies, et qu'ensuite on mette en place une méthode. Je ne fais que répéter ce que l'on a déjà travaillé en réunion et que je souhaite très profondément. Aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. Pour faire à hauteur d'homme, là où on est capable de travailler, parce qu'on se connaît, parce qu'on va se côtoyer encore, et parce qu'on est responsables les uns envers les autres, essayer de trouver cette boîte à outils qui fera que demain, alors ils ne sont pas là, je le regrette, mais les pouvoirs publics, le préfet, les présidents de département, entendent aussi cet engagement collectif. Ce n'est pas que celui du Crédit Agricole, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas que celui d'une chambre d'agriculture ou d'un syndicat, ce n'est pas ça le sujet. C'est celui d'un territoire et celui d'une profession, celle d'agriculteur, qui a juste la vocation de nourrir le monde et d'aménager les territoires, même si ça va de soi et c'est complémentaire. Aujourd'hui, il faut être très volontariste sur les moyens que l'on met en œuvre pour préserver
ces deux missions, il y en a bien d'autres, elles sont sociétales, elles sont sociales, ces missions de l'agriculture. Donc voilà juste le sujet qui est devant nous. Il est juste un peu énorme. Mais si on le prend à l'échelle qui est la nôtre, avec les moyens qui sont les nôtres et les volontés que je sais être les nôtres, je crois que l'on peut faire quelque chose. On ne va pas sortir là, mais moi j'ai mon cahier, j'ai amené mon cahier, il est là d'ailleurs. J'ai mon cahier et je vais prendre des notes après et puis on va essayer de se revoir assez rapidement pour dire voilà, sur un process d'installation, il faudra veiller qu'il y ait de la ressource en eau pour telle production. Il faudra aller vérifier, il faudra aller sur tel domaine d'investissement, sécuriser parce qu'on est sur des couloirs de grêle de telle et telle manière. Il va falloir vérifier qu'il y a un petit bout d'assurance. Et nous, à notre niveau, vous à votre niveau, les responsables des départements à leur niveau, il va peut-être falloir aller chercher des lignes budgétaires encore un peu plus que vous ne le faites aujourd'hui. Voilà un petit peu cette dynamique collective qui nous engage et qui, pour moi, est le sens de cette rencontre et de celles qui suivront. Mais commençons d'abord par celle-là. Merci beaucoup de votre attention et je compte surtout sur votre participation. Merci. Merci, Président. Merci, Jean-Pierre Gaillard. Bien, je vais inviter maintenant, sans plus attendre et sans plus tarder, Béatrice Charpiot, déléguée de Météo France, Andro Mardèche, porte-parole également régionale pour le réchauffement climatique. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Je vous en prie, prenez place, Béatrice Charpiot. On va peut-être évidemment... Alors, c'est promis, lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques minutes avant, vous allez nous parler sans langue de bois. Hein, c'est pas le but de la soirée. Vous l'avez entendu, le président a planté le décor de cette soirée. Donc pas de langue de bois. Je voudrais dans un premier temps, peut-être pour qu'on sache bien de quoi on parle, puisque ce sont les aléas climatiques, hein, le thème de cette soirée. Peut-être dans un premier temps, avant même de commencer, Béatrice Charpiot, qu'est-ce que c'est qu'un aléa climatique? Qu'est-ce que, en météorologie, qu'est-ce qu'un ingénieur en météorologie comme vous, qu'est-ce que ça veut dire aléa climatique? Et puis ensuite, évidemment, on verra sur le terrain, on ira sur le terrain de nos départements. Voilà, je vous laisse la parole. Merci en tout cas. Bonjour à tous. Oui, donc pour répondre à votre question, un aléa climatique, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent. L'aléa, ça va évidemment dépendre de l'endroit où vous habitez. On n'aura pas la même aléa climatique que vous soyez dans le nord de la France ou complètement au sud. Donc pour nous, un aléa climatique, comme il faudrait quand même quelque chose qui soit... On est des scientifiques, on aime bien les chiffres. Donc globalement, l'aléa, c'est quand on commence à arriver à des valeurs qui sont moins fréquentes qu'une année sur 5. Donc moi, mon propos, je vais toujours le replacer dans ce qui est une normale. Donc on va regarder quel est le climat normal sur notre territoire. Donc une normale à Météo France, c'est une moyenne sur 30 ans. Donc la normale actuelle, quand on vous dit que les températures sont au-dessus de la normale, ça veut dire qu'elles sont au-dessus de la normale actuelle, c'est-à-dire des valeurs, la moyenne 1981-2010. Ensuite, on va regarder un peu ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, et puis à chaque fois, je ferai un petit focus sur des périodes tout à fait récentes. Donc vous avez ici la carte des normales, donc la moyenne 81-2010, sur les températures. Donc on voit bien que les températures, ça va dépendre à la fois de la latitude, donc plus on est, on va dire, sur le nord, plus ça va être frais. Globalement, vers Vienne ou Grenoble, on est autour de 12 degrés. Si on est maintenant vers Pierrelatte, on est plutôt vers 14 degrés. Maintenant, si vous allez en altitude, plus vous montez en altitude, plus la température va baisser. Et au-dessus de 1500 mètres, on est à peu près à 7 degrés en moyenne sur l'année. Voilà maintenant la moyenne des températures. Donc, j'ai pris Montélimar parce que c'est un point particulier sur notre territoire. Voilà les moyennes de température. On a des enregistrements à Montélimar depuis 1921. Là, c'est le graphique de la moyenne annuelle des températures depuis 1959. Donc, plus de 50 ans de données. Le trait qui sépare, le trait horizontal qui va séparer les petites lignes bleues des petites lignes rouges, c'est la moyenne, la normale, 1961, 1990. Donc toujours 30 ans. Et parce qu'à l'intérieur de ces 30 ans, forcément, on a des variations. Donc ce sont les traits bleus ou les traits rouges. Et ce qu'on voit tout de suite, on voit bien ici qu'au début, là, dans les années 50, on n'avait quasiment que des traits bleus. Donc par rapport toujours à la moyenne 1961, 1990. Et puis ensuite,
À partir des années 80, on n'a plus que des traits rouges. Donc visiblement, on a quand même eu un réchauffement qui était certain. Ce qu'on peut voir aussi, la normale, 1961-90, c'est 13 degrés. Maintenant, l'année la plus froide, vous l'avez ici, c'est 1963, c'est 12 degrés. Entre la normale et l'année la plus froide, on a 1 degré. Maintenant, la plus chaude, c'était 2014. On est à 15 degrés. On est 2 degrés au-dessus de cette normale. Ce qui, somme toute, est quelque chose qui peut paraître très peu au regard de la variation de la température au cours de la journée. Si on prend hier, par exemple, en plaine de Valence, au lever du jour, il faisait un petit peu plus que... il faisait pratiquement 0 degré, un petit peu au-dessus, c'était à peine positif. Au plus chaud de la journée, on avait 15 degrés. Donc, une journée normale d'hiver ensoleillée, on peut avoir une amplitude thermique de 15 degrés. Mais au final, si on prend la moyenne, la température, elle ne bouge quasiment pas. Elle bouge de, ma foi, bon an, mal an, 2 degrés entre une année froide et une année chaude, c'est 2 degrés. Allez, sur un point particulier du globe, si on prend la moyenne des températures sur le globe complet, la température, elle est stable, elle ne bouge quasiment pas. Donc, quand on entend parler d'un réchauffement de 0,5 degrés à l'échelle du globe, c'est quelque chose qui est absolument énorme, puisque en point donné pour chez nous, une année froide, une année chaude, c'est 2 degrés. Sur ces 50 ans, l'évolution est à peu près en Rhône-Alpes de 0,3 à 0,4 degrés. Donc, on gagne 0,3 à 0,4 degrés en moyenne tous les 10 ans. C'est-à-dire que sur les 50 dernières années, en Rhône-Alpes, on a gagné entre 1,5 degré et 2 degrés de température moyenne. Là, j'ai fait un petit focus sur cette année. Cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu des gelées qui étaient un petit peu tardives ici, fin avril. Là, c'est la courbe des températures, donc les températures maximales, les températures minimales, et puis la courbe du milieu, c'est la normale, la dernière normale, 81-2010, sur le poste de Valence-Chabeuil, donc en plaine de Valence. Voilà les températures qu'on a relevées tous les jours, en mini et en maximal, du 1er février il me semble que j'ai pris jusqu'à fin avril ou jusqu'au 20 j'ai pris jusqu'à fin juin. Voilà, fin mai. Donc on voit bien ici une période qui est extrêmement chaude. Là, tout le début, là, de février à mi-avril, on est largement au-dessus des normales de saison. En calculant même la moyenne sur cette période de l'année, elle est 1 degré au-dessus du précédent record. Pas 1 degré au-dessus de la normale, mais 1 degré au-dessus du précédent record. Donc, février, mars et jusqu'à mi-avril, on a des températures qui sont extrêmement chaudes. Donc, vous pensez bien que pour la végétation, ça va sûrement avoir un impact. Et ça a eu un impact. La végétation, elle a démarré bien avant, bien plus tôt qu'habituellement. Et puis, finalement, tout d'un coup, après le 15 avril, on a eu une journée de gelée. Là, il a fait, le 21 avril, on a eu moins 0,7 degrés sous abri. Donc, à 1,50 m au-dessus du sol, il gelait à cette date-là. C'est peu fréquent, mais somme toute, sur les 20 dernières années, on a des relevés en plaine de Valence, donc à la station, sur l'aérodrome de Valence, on a des relevés depuis 1998. Finalement, c'est peu fréquent d'avoir des gelées après le 15 avril. Mais c'est quand même arrivé 4 fois sur les 20 dernières années. Finalement, ça arrive une fois tous les 5 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on commence à trouver que c'est exceptionnel quand ça arrive une fois tous les 10 ans. Donc finalement, c'est peu fréquent, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Ce qui est par contre exceptionnel, c'est la chaleur qu'on a pu avoir en début d'année, qui a permis aux plantes de se développer de façon plus précoce qu'habituellement. On va parler maintenant des précipitations. Donc voilà, toujours la même carte, des normales de précipitations, donc la moyenne sur 30 ans, sur notre territoire. Donc on voit bien ici, on a des précipitations qui sont extrêmement fortes sur les Cévennes et sur la Grande Chartreuse. Là. Sur les Cévennes, ça fait même partie des coins de France qui reçoivent le plus de précipitations. Donc en temps normal, on a donc sur par exemple la Souche, à 920 mètres, on a 2 mètres de précipitation. Donc ça correspond à 1 millimètre de précipitation, c'est 1 litre par mètre carré. Donc là, on a
2199, pratiquement 2200 mm de précipitations sur la souche. À la Grande Chartreuse, on a, pareil, un peu plus de 2 mètres. Maintenant, en vallée du Rhône, à Albon comme à Pierrelatte, on a un peu plus de 700 mm. Et on a un petit peu plus, par contre, ici au milieu de la vallée du Rhône. On est plutôt autour de 900 mm. Les précipitations, en fait, la hauteur de précipitation, c'est la même dans le nord de la Drôme, on va dire, que dans le sud, mais la durée des précipitations n'est pas la même. Les précipitations sont tout de même moins fréquentes à Pierrelatte qu'elles ne peuvent être dans le nord du département. Donc il faudra bien penser que pour les précipitations, il y a la hauteur des précipitations, mais il y a également l'intensité des précipitations. L'effet n'est pas du tout le même sur la végétation s'il pleut fort ou s'il pleut au contraire de façon régulière et très fréquente. Par comparaison, dans le nord de la France, on a l'impression qu'il pleut tout le temps. En général, c'est 650 mm. C'est moins que ce qui peut pleuvoir chez nous. Voilà la répartition mensuelle des précipitations sur notre territoire. Donc j'ai pris 3 postes. En vert plus foncé, c'est Loubarès, donc le plateau, enfin les contreforts des Cévennes. Vous avez en jaune ici, c'est Saint-Sorlin-au-Var-Loire, donc le nord de la Drôme des collines. Et puis j'ai pris Saint-Georges-les-Bains, donc le milieu de la vallée du Rhône. On voit bien chez nous que les précipitations sont faibles en été et également en hiver, alors qu'elles sont tout de suite beaucoup plus importantes à l'automne et dans une moindre mesure au printemps. Donc ça, c'est les précipitations normales. Là, vous avez, sur le poste de la côte Saint-André, donc dans l'Isère, la variation des précipitations depuis l'année 1959. On voit bien que, finalement, là, c'est la normale. La normale, c'est 100 mm. Ça tombait bien, c'est pile 100 mm. Donc là, c'est les années sèches. En vert, c'est les années pluvieuses. On voit bien que finalement, disons qu'il n'y a pas vraiment de signal qui se dégage. De temps en temps, il pleut fort. De temps en temps, il y a des années sèches. Elles sont à peu près également réparties. Et l'écart, aussi bien pour les températures, où il y avait peu d'écart entre une année chaude et une année froide. Ici, par contre, l'année la plus sèche, c'était 1964. Il y a eu 608 mm. L'année la plus pluvieuse, c'était 1960, 1553 mm. On a un rapport de 2,5. À Montélimar, on a les précipitations depuis 1921. L'année la plus sèche, et c'est celle qui reste la plus sèche de mémoire, donc je pense que vous ne vous en souvenez pas plus que moi, il est tombé 445 mm. La normale à Montélimar, c'est un peu plus de 900 mm. L'année la plus pluvieuse, c'était 2008. Il en est tombé plus de 1500. Donc on est à un rapport de 1 à 3. En fait, pour les précipitations, sur les 50 dernières années, il n'y a pas de signal qui se dégage dans notre territoire, pas plus en quantité de précipitations qu'en répartition. Il pleut à peu près toujours autant. Il y a toujours une très grande variabilité interannuelle. Aussi bien saisonnel, donc il ne peut pas plus l'été que ce qui pleuvait avant, ou pas moins l'été, et il ne peut pas plus l'hiver que ce qu'il y avait autrefois. Pour le moment, on n'a pas vu de signal qui se dégageait. Voici maintenant, on va faire un focus sur Saint-Marcel-les-Valences et le mois d'octobre. Là, vous avez... non, pardon. C'est celui-là, voilà. Vous avez ici le mois d'octobre, donc les précipitations du mois d'octobre, et j'ai été jusqu'à 2017. En 2017, voilà les précipitations du mois d'octobre qui, rappelons-le, est un mois normalement pluvieux sur notre territoire. Cette année, on n'a eu que 8,5 mm de précipitations, alors qu'habituellement, on est un petit peu au-dessus de 100. On est plutôt autour de 120 mm. On est là. C'est extrêmement peu. Tout le monde s'en est bien rendu compte. Seulement, en 2007, c'était encore plus sec. On était à 2,8 mm. Et 1985, on était à 8,6. Donc, c'est arrivé 3 fois depuis 1981, des précipitations inférieures à 10 mm sur le poste de Saint-Marcel-les-Valences. Là, on a 37 ans de données, ce qui arrive donc moins souvent qu'une fois tous les 10 ans. C'est donc quelque chose d'exceptionnel.
Mais le mois d'octobre étant lui-même exceptionnel, si on fait maintenant le cumul des précipitations depuis le mois d'avril, toujours sur ce même poste, on arrive à 50% de la normale. Donc sur les 7 derniers mois en plaine de Valence et quasiment sur tout le sud, en tout cas de Drôme-Ardèche, il est tombé moins de 50% de la normale. C'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. En plaine de Valence, 50% de la normale, moins de 50% de la normale sur les 40 dernières années, c'était arrivé qu'une seule fois en 1989. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et sur le sud, donc sur le Bas-Vivarais, comme sur le sud du département de la Drôme, il a plu encore moins, c'est encore une sécheresse qui est encore plus exceptionnelle. Là, vous avez un indice de sécheresse pour l'ensemble de Rhône-Alpes. Donc, en fait, on a calculé un petit peu l'humidité des sols. Là, c'est de la modélisation. On a modélisé tout Rhône-Alpes par petits pavés de 8 km et on a regardé si c'était plus sec ou moins sec que la normale, sachant que... Et on a regardé si c'était justement le 10e, une année sur 10. Si à partir du moment où, dans notre petit pavé, la sécheresse est plus forte que ce qui arrive une année sur 10, on a dit, voilà, ça c'est sec. Et on a fait le graphique, on a fait la moyenne sur tous nos pavés, la moyenne sur toute l'année, et on a regardé ce que ça donnait sur tout notre territoire. Donc, on voit bien ici, il y a de la sécheresse, mais il y en a toujours eu, mais plus on s'approche donc des dernières années, et même sur le 21e siècle, donc depuis 2000, 11 des 16 années, ça s'arrête en 2016, puisque l'année 2017 n'est pas finie, 11 des 16 années après 2000 sont des années qui sont extrêmement sèches. Et on voit très nettement une augmentation des sécheresses. Maintenant, c'est le manteau neigeux donc dans les Alpes au 1er mai. Depuis 1959, là aussi c'est de la modélisation, on a fait des calculs, on a regardé ce qu'on avait comme manteau neigeux au 1er mai. Donc, voilà. Au 1er mai, on voit que, normalement, ça a tendance à quand même diminuer largement. Ce qui peut franchement nous poser problème, puisque on s'aperçoit que finalement, les pluies n'ont peut-être pas beaucoup bougé. Par contre, la chaleur est nettement plus importante. Or, si le manteau neigeux diminue, le manteau neigeux, c'est ce qui va finir par alimenter les cours d'eau. Alors peut-être moins en Ardèche, mais en tout cas en Isère et dans la Drôme, si le manteau neigeux fond plus vite et plus tôt, finalement, ce sera de l'eau qui sera moins disponible au moment où on aura le plus besoin, c'est-à-dire en été. Et on s'aperçoit que sur les 50 dernières années, finalement, le manteau neigeux au 1er mai, il a bien tendance à diminuer. Pardon, oui. C'est bon. Là, vous avez maintenant les fortes précipitations. Je vous ai dit que c'était intéressant de savoir combien est-ce qu'il allait pleuvoir, mais finalement, quand on a des précipitations qui sont extrêmement fortes, elles vont plutôt causer du dégât que être bénéfiques pour les nappes phréatiques ou pour les rivières. Finalement, c'est plutôt des précipitations qu'il faut éviter. Or, notre territoire, voilà, à chaque fois que vous avez... À chaque fois que vous avez un petit carré ici, c'est que sur les 50, c'est depuis 67-2016, c'est qu'on a fait une observation d'une précipitation supérieure à 150 mm. On voit bien que finalement, en Drôme, en Ardèche et même en Isère, on arrive à avoir des précipitations supérieures à 150 mm. Alors, c'est sûr que c'est plutôt les Cévennes, les contreforts des Cévennes qui sont concernés, mais pas que. Donc, sur notre territoire, il faut bien s'attendre à avoir, pas forcément régulièrement, mais de temps en temps, des précipitations supérieures à 150 mm. Et le graphique à côté, c'est depuis 1959, l'évolution des fortes précipitations, sur tout le bassin méditerranéen. Les fortes précipitations, finalement, ce n'est pas si courant que ça. Et bon an, mal an, on ne s'est pas aperçu qu'il y avait d'évolution particulière pour le moment. Donc, sur les 50 dernières années, il n'y a pas vraiment eu d'évolution des fortes précipitations. Par contre, dans l'avenir, potentiellement, il y aurait peut-être plus de fortes précipitations que ce qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent.
Là, ce sont les précipitations qui ont été mesurées le 13 septembre 2015. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, sur tout le bas Vivarais, on a eu des précipitations qui étaient extrêmement fortes pendant un temps qui était relativement court. Là, vous avez l'enregistrement des précipitations à Alba-la-Romaine. Donc, la courbe rouge, c'est le cumul des précipitations qui est arrivé pratiquement à 200 mm. Et ici, ce sont les précipitations horaires. Donc, vous avez eu pendant 4 heures durant des précipitations supérieures à 20 mm/h. Or, une forte précipitation, déjà une précipitation de 10 mm/h, c'est déjà une forte précipitation. Ça arrive régulièrement, mais bon, pas tant que ça. Une précipitation, là, c'était une précipitation quasiment de 30 mm/h pendant 4 heures consécutives. Vous pouvez déjà vous dire que ça va causer du dégât. C'est des précipitations qui sont intenses. Il y a peu de chances qu'elles vont directement filer la rivière. Il y a peu de chances qu'elles puissent alimenter les nappes phréatiques. Elles vont plutôt raviner et causer du dégât. Bon, j'ai 1 minute pour finir. Là, vous avez alors la grêle. Le problème de la grêle, c'est un petit peu... la grêle, c'est quelque chose qui est très aléatoire et qui tombe sur des surfaces qui sont extrêmement petites. Donc, on ne va pas pouvoir avoir de statistiques proprement dites de grêle. Donc, on sait que nos départements sont des départements qui sont grêligènes. Ils grêlent régulièrement et fréquemment chez nous. Par contre, je ne pourrais pas vous dire combien de fois ils grêlent par an et je ne pourrais pas vous dire non plus s'il y a une évolution de cette quantité de grêle chez nous. Par contre, on sait qu'il peut grêler et on peut avoir des cartes de ce type. Là, c'est donc tout ce qui est orange, c'est le maximum de probabilité d'occurrence de grêle le 24 juin 2017 en Ardèche, ici, et là, c'est le 10 juin 2017 en Ardèche. Donc, on voit bien, en particulier le 24 juin, il y a vraiment une très grosse partie du territoire qui a été concernée par de la grêle. Ça, c'est issu des images radar. Donc, le radar, ça couvre vraiment tous nos départements. Et on peut, en faisant un calcul d'écho, on peut savoir si potentiellement c'était de la grêle ou au contraire, c'était plutôt de la pluie. Donc, sur toute cette vaste zone, voilà, on a eu de la grêle en Ardèche. Donc, tout ça pour dire que nos 3 départements sont des départements qui sont grêligènes et qu'on a de la grêle et on continuera d'en avoir. Merci Béatrice Charpiot, merci beaucoup. On va vous raccompagner évidemment. Merci encore pour cet exposé. Vous pouvez regagner votre place. Bien sûr, je voudrais remercier également, et s'il est arrivé, de Jean-Christophe Roubin, le directeur de l'agriculture du groupe Crédit Agricole qui nous a rejoints. Le train est arrivé et vous êtes sains et saufs à nos côtés. Soyez-en remerciés. Je vais maintenant, après cette présentation très éclairante évidemment sur la situation, vous l'avez compris, on sait maintenant quelle est la réalité du climat dans notre région. Afin de poursuivre ces rencontres, je vais inviter Christian Rouchon, le directeur général du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, à nous rejoindre. Merci Christian Rouchon. Peut-être dans un premier temps, quelques réactions, quelques mots sur d'abord l'analyse, la lecture que vous faites de la situation que vient de nous présenter, de nous exposer Madame Charpiot. Alors bravo pour cet exposé. Ce qui est très intéressant, c'est la lecture de l'ingénieur météorologue, c'est-à-dire du scientifique, c'est-à-dire qui prend des faits objectifs sur des séries longues. Et l'humain n'observe jamais les séries longues. L'humain a la mémoire courte et regarde ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain. Et il est important, pour aborder correctement ces sujets, d'avoir cette vision prospective. Et je trouve que en la matière, cet exposé était vraiment très bien. Précédé de quelques définitions dont on a toujours besoin. C'est quoi finalement un aléa? En matière météo, c'est un événement qui survient au moins une fois tous les 5 ans, ou plus d'une fois tous les 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est des critères importants parce que ces notions, on ne les a pas, et que la moyenne, la normale, c'est 30 ans d'observation. C'est, vous voyez, l'importance des séries longues pour arriver à des analyses objectives. Et puis aussi cette différence importante entre fréquence et intensité, parce que évidemment les pluies ne sont pas toutes les mêmes. C'est des chiffres très objectifs qui sont vraiment intéressants. Donc j'ai retenu justement en partant de cela, c'est que les accroissements de fréquence dans les précipitations, comme la baisse du manteau nuageux, tout ça, de façon simple, l'eau va plus vite à l'aval.
Et évidemment, elle est moins disponible pour l'agriculture au moment où on a besoin. Et ça entraîne un accroissement de sécheresse. J'espère avoir pas trop mal interprété vos propos. En tout cas, le financier que je suis a retenu cela. Hein. Et du coup, je dis que finalement, les temps changent. Et si ce n'est en matière de scientifiques de la météo, en tout cas sur notre observation économique des choses, les aléas ont tendance à devenir des certitudes. Et nous devons en tenir compte. Finalement, toutes les régions sont concernées. Hein. On a vu l'exemple sur notre territoire avec des écarts très importants à des distances pas si importantes que cela. Presque tous les secteurs économiques sont également concernés, mais la spécificité, c'est que pour l'agriculture, ce sont les conditions même de l'exercice du métier qui sont remises en cause. Et en la matière, à peu près toutes les filières sont concernées par ce sujet. Comment trouver des réponses? Évidemment, c'est un sujet difficile. On voit bien que nos modèles traditionnels d'analyse ne fonctionnent plus. Il faut apprendre à analyser autrement. Qu'agir sur un seul levier également ne peut pas suffire parce que les causes et les risques sont multiples. Qu'agir également chacun de son côté n'est pas forcément la bonne solution parce qu'un certain nombre de réponses concernent des infrastructures collectives. Donc au final, moi, il me semble qu'une réponse préalable qui s'impose, c'est qu'il faut une réponse collective. Et le collectif, c'est un principe attaché à l'histoire de l'agriculture. Et des corps constitués dans le monde agricole incarnent ce collectif. Ce sont les OPA. Elles sont réunies ce soir et je pense que c'est de bon augure pour, en unissant nos forces, arriver à trouver quelques solutions, à les esquisser avec beaucoup d'humilité et de prudence. Banquier du monde agricole, hein, vous le savez, nous sommes restés leaders. L'ouverture du marché de l'agriculture, le marché financier de l'agriculture date maintenant de longtemps et nous sommes restés le leader de l'agriculture, plus de 80% de part de marché. Nous sommes leaders, bien évidemment, également pour accompagner les nouvelles installations. En tant que banquier, donc, nous avons une lecture d'un certain nombre de marqueurs de ces difficultés. Nous voyons bien les impacts sur les trésoreries des exploitations, sur les revenus des agriculteurs. Nous voyons également les conséquences sur les besoins de financement pour organiser des reconversions de culture ou d'équipements. Et nous pensons que nous devons travailler évidemment sur l'ensemble des mesures, favoriser la protection active et la protection financière des exploitations, financer des solutions de demain en respectant quand même, et il faut être vigilant, des principes de performance économique. Engager évidemment la force collective des OPA parce que c'est ensemble que nous saurons construire des choses dans la durée. Alors les questions sont nombreuses. Hein. J'espère qu'on arrivera à trouver des éléments de réponse ce soir. Il y a évidemment des sujets d'assurance, des sujets de protection physique, des sujets d'acceptation d'une part de risque plus important. C'est aussi sans doute dans les éléments de réponse possibles. Alors pour essayer de construire ces réponses, eh bien, nous vous proposons de cheminer ensemble et d'abord autour de 2 tables avec des experts de nos territoires qui vont nous apporter leur regard et qui vont débattre. Eh bien, dans les travaux préparatoires, ce sont 2 sujets qui ont été retenus comme étant probablement les plus sensibles. En tout cas, c'est ceux qui nous ont paru les plus importants à traiter d'ores et déjà. La sécheresse et l'accès à l'eau, hein, première table d'experts que nous vous proposons. Et le deuxième, le sujet du gel et de la protection contre la grêle. On a vu quelques cartes qui montraient la sensibilité de ces points-là. Voilà, donc Franck, je vous laisse organiser ces tables rondes qui vont se tenir sur un siège autour d'une table triangulaire, mais ça c'est l'usage assez classique de ce genre de formule. Et je nous souhaite à tous d'avoir de très bons débats. Merci Christian Rouchon. Merci beaucoup.